réalisation des méthodes de soins pour ces combattants du XXe siècle. Dans la plupart des cas, la rapidité d'intervention était le plus sûr facteur de guérison. À bord des navires américains, guerroyant dans tout le Pacifique, le personnel médical devait pouvoir répondre même aux cas les plus difficiles. Le maintien permanent de ces hôpitaux mobiles en état opérationnel n'était qu'une partie du travail pour l'intendance de la marine. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique, la marine américaine fut confrontée à un problème d'approvisionnement sans précédent. La fourniture de denrées vitales aux navires et aux bases disséminées dans ce vaste océan fit de la marine un exportateur de premier ordre. Dans les ports des États-Unis, les matériels et équipements destinés aux unités du front asiatique étaient préparés pour l'expédition. Les noms de code, parfois fantaisistes, désignaient ces innombrables îles du Pacifique. Le facteur capital dans la conduite d'une guerre à travers le Pacifique était, bien évidemment, le maintien de la flotte en parfait état. Si la progression jusqu'aux plages même du Japon devait être couronnée de succès. Avec le conflit mondial, la marine atteignit des proportions, même les plus optimistes des amiraux n'avaient osé n'en rêver. Mais la flotte n'était pas composée que de bâtiments de guerre. L'intendance assumait la lourde tâche d'acheminer les matériels nécessaires aux innombrables campagnes menées dans le Pacifique. Tout aussi important était le transport des troupes qui, bien entendu, représentait le facteur déterminant dans l'issue de la guerre. Le maintien de l'ensemble de la flotte en conditions opérationnelles était à lui seul un travail de tous les instants. La capacité de la marine à porter le feu dans les rangs ennemis était directement liée à l'efficacité de l'intendance. L'immense rayon d'action de la flotte américaine dans le Pacifique n'était possible que grâce aux rendez-vous réguliers avec les bateaux. Ces bateaux qui acheminaient tout le nécessaire, de l'aspirine jusqu'aux munitions. Dans les eaux ennemies, tout particulièrement, rien de ce qui aurait pu être un indice pour l'ennemi ne devait être jeté par-dessus bord. De toutes les marchandises acheminées jusqu'aux bâtiments de guerre, le courrier était certainement la plus précieuse aux yeux des hommes. L'arrivée de celui-ci était un réconfort pour tous. L'état-major ne tarda pas à réaliser que rien n'était plus bénéfique au moral des hommes qu'une lettre du pays. Mais malgré les efforts, il arrivait que le but ne soit pas atteint. Parfois, heureusement, pas trop souvent, les précieuses cargaisons n'arrivaient jamais à destination suite à un accident ou à une rencontre avec l'ennemi. La réparation des navires dépendait également en grande mesure des unités de l'intendance. En certains points stratégiques du Pacifique, toutes les commodités nécessaires étaient disponibles pour une remise en état rapide des bâtiments endommagés. Capables d'accomplir des miracles, ces bases avancées étaient parfois aussi bien équipées que les chantiers de construction aux États-Unis. Une des plus exigeantes missions assignées à l'intendance était l'acheminement des matériels nécessaires aux opérations amphibies menées contre l'ennemi. Mais l'expédition des véhicules, armements et ravitaillements dans les lointaines bases du Pacifique n'était qu'une partie du travail. Pour chaque invasion, importante ou non, il fallait encore amener le matériel jusqu'à l'objectif lui-même. Dans notre siècle, la guerre sur les mers offre bien peu de ressemblance avec les combats navals d'antan. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la marine américaine tira le meilleur parti de sa flotte de sous-marins, et plus spécialement dans le Pacifique.
Le départ en mission d'un sous-marin était toujours un moment chargé d'émotions pour les personnes concernées. Il pouvait s'écouler plusieurs mois avant qu'il ne regagne son port d'attache avec un peu de chance. Pendant toute la durée de la guerre, les équipages de sous-marins furent uniquement composés de volontaires. Ici, pas de place pour la claustrophobie. Chaque sous-marin était un lieu vivant et animé pour son équipage, qui était très fier de son bâtiment. On m'a souvent demandé pourquoi j'étais volontaire pour les sous-marins. Personne ne peut comprendre qu'on puisse passer des mois à l'étroit avec peu de chances de survie si un accident survient. Mais ce n'était pas si dur, surtout les premiers jours de mer. Pour ma part, je préférais 100 fois cette vie-là plutôt que de me battre dans des tranchées boueuses. Après quelque temps, il était capital de garder les yeux bien ouverts. Quelque chose d'important pouvait survenir à tout moment. Attaquer une jonque japonaise était une manière de briser la routine. Nous nous sentions pareils aux pirates de l'ancien temps. Après avoir été si longtemps sous la surface de la mer, nous reprenions part à cette guerre en nous emparant de ces Japonais. Ce n'était pas notre but de faire beaucoup de prisonniers, vu le peu d'espace dont nous disposions. Nous nous débarrassions rapidement de nos prises. Nos prisonniers étaient bien traités. Parfois, nous obtenions des renseignements sur ce que préparait l'ennemi. Il était facile de savoir quand nous entrions dans les eaux ennemies. L'ambiance n'était plus la même et les guetteurs étaient encore plus vigilants. La vue du premier navire ennemi était le moment le plus excitant de toute la mission. La vie de l'équipage dépendait de la rapidité de la plongée. S'approcher de l'ennemi était une affaire de patience et de prudence, mais nous connaissions notre travail. La position de tir idéale était à moins d'1 kilomètre de la cible, mais sans se faire repérer, bien sûr. Il était important de demeurer patient. Notre position devait être parfaite pour augmenter les chances de succès. Down periscope. Angle on the bow, starboard 15. Right full rudder. Right full rudder. All ahead 2/3. All ahead 2/3. New course 240. New course 240. What's the distance to the track? 1700. Control 63 feet. Fire 1. Fire 2. Couler un ennemi de gros tonnage nous procurait toujours un frisson de plaisir, mais ce sentiment ne durait pas. Si un destroyer ennemi patrouillait dans les parages, nous avions de grandes chances d'être repérés. Chaque seconde, nous nous attendions à une charge sous-marine. Nous savions qu'il ne cesserait pas de tirer tant que nous n'aurions pas pris la fuite. Il ne fallait pas perdre une minute. Nous naviguions dans les eaux ennemies pendant plusieurs semaines avant de regagner le port.
Souvent, ces semaines s'écoulaient sans que nous ne rencontrions un seul navire. Mais à chaque instant, nous devions d'être prêts à agir au plus vite, dès la vue d'un ennemi. Les missions des sous-marins duraient parfois plusieurs mois sans la moindre pause. Comme les avions et les bateaux, les sous-marins affichaient fièrement leur tableau de chasse. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ils furent parfois utilisés pour le transport de commandos lors de raids contre des îles tenues par l'ennemi. Quelle que soit leur mission, on pouvait toujours compter sur les sous-mariniers. À Oahu, sur l'archipel hawaïen, les équipages des sous-marins pouvaient oublier la guerre pendant quelques instants. La marine avait réquisitionné le Royal Hawaiian Hotel et les sous-mariniers y trouvaient le meilleur accueil. Le personnel était prêt à satisfaire presque tous leurs désirs. Leur permission dans cet hôtel dura en moyenne une quinzaine de jours. Sur la plage de Waikiki, la guerre semblait être à des millions de kilomètres. Pendant leur permission, les sous-mariniers avaient pour une fois l'occasion de naviguer sur la mer. Loin de leur quartier exigu, ils trouvaient pour quelques semaines l'occasion de se dégourdir les jambes. Les victoires accumulées par la marine américaine lors de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique étaient dues en grande partie aux performances de ses porte-avions et à l'excellent travail fourni par les équipages embarqués à bord de ces bâtiments. Les bombes destinées à l'ennemi étaient rapidement embarquées à bord de ces appareils. Les hommes qui effectuaient ce travail se sentaient aussi impliqués dans l'attaque contre l'ennemi que les pilotes eux-mêmes. Parmi l'équipage, les pilotes étaient en un sens considérés comme le personnel le plus important à bord. Avant chaque mission, on faisait tout pour leur procurer un peu de détente. Avant le décollage, ils assistaient au dernier briefing. Les plus récentes informations concernant les activités ennemies sur l'objectif y étaient étudiées. Les hommes sur la piste d'envol. À l'approche du décollage, chacun gagnait son poste. Certains étaient prêts à parer à un éventuel incendie, d'autres finissaient de préparer les appareils. Salle de contrôle, tous les pilotes à leur appareil. Pendant que le navire se mettait face au vent, les pilotes gagnaient leur avion. Pour certains jeunes pilotes, c'était le grand jour. Tout le monde étant à son poste, l'attaque pouvait commencer. Prêt à démarrer. Éloignez-vous des hélices. Démarrez les moteurs. Chaque homme avait un travail spécifique. Qu'il soit important ou non, il devait être accompli parfaitement. Le succès de la mission en dépendait. Une fois leurs ailes dépliées, les avions étaient prêts à décoller.
Quelquefois, le vent n'était pas assez fort pour un décollage traditionnel, mais l'opération ne devait souffrir d'aucun retard. Dans ces conditions, il était fait usage de catapultes pour pallier à la déficience du vent. Pendant toute la guerre, les appareils de l'aéronavale ne relâchèrent pas leurs offensives contre l'ennemi dans le Pacifique. Les pilotes effectuèrent des dizaines de milliers de sorties contre les navires, les avions et les bases ennemies. Dans la plupart des cas, l'objectif ne pouvait être atteint que par les appareils décollant des porte-avions. Au retour des missions, les aviateurs prenaient le plus court chemin pour regagner ce petit point perdu dans l'océan. L'appontage des avions était une opération encore plus délicate que le décollage. Dès qu'un pilote avait obtenu le feu vert, il ne perdait pas une minute pour poser son appareil. L'officier de pont guidait les pilotes. Là encore, chaque tâche devait être accomplie très rapidement. Lors des opérations d'appontage, le porte-avions était très vulnérable à une attaque ennemie, car il lui était impossible de manœuvrer. Les avions se devaient d'apponter dans le temps le plus court. Après chaque appontage, le pont était déblayé pour l'avion suivant en quelques secondes. Une fois posé, chaque avion était garé rapidement à la place qui lui était désignée. Sur le pont d'un porte-avions, l'espace disponible était rare. Le moindre mètre carré était utilisé. Parfois, l'officier de pont avait réellement de quoi se faire du souci. Les pompiers et l'équipage passaient à l'action immédiatement. Un accident bouleversait toute l'opération d'appontage, surtout lorsque plusieurs avions étaient concernés. Parfois, les pilotes en détresse ne tentaient même pas d'apponter. Pression d'huile à zéro. Le moteur cafouille. Je perds l'altitude. Je vais tenter de me poser sur l'eau. Il fallait se débarrasser des roquettes. Puis, le pilote se préparait à quitter l'avion dès qu'il toucherait l'eau. Ce serait l'atterrissage le plus délicat de sa carrière. Le pilote abattu avait eu de la chance. Une fois sorti de l'avion, il ne lui restait plus qu'à gonfler le canot pneumatique qui lui permettait d'attendre les secours. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des centaines de pilotes purent ainsi échapper à la mort grâce à l'équipement que la marine avait mis à leur disposition. En cas de nécessité, le pilote pouvait survivre assez longtemps dans son canot, pour autant qu'il ait des réserves d'eau et de nourriture et que les éléments ne soient pas déchaînés. Mais une fois que le pilote avait été repéré par un compatriote, son séjour en canot ne durait pas. Le service de sauvetage aérien en mer était efficace et rapide. Très rapidement, un hydravion arrivait et mettait fin aux soucis du pilote abattu. Dans certains cas, selon la situation du pilote, celui-ci était recueilli moins d'1 heure après son amérissage forcé. En un rien de temps, il serait prêt à faire partie de l'équipage d'un autre porte-avions.
Sous l'occupation japonaise pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, la doctrine de l'Asie aux Asiatiques fut répandue partout en Asie de l'Est et au Sud. Durant cette période, les peuples de plusieurs nations asiatiques laissèrent émerger leurs rêves d'indépendance. Cette soif de liberté fut mise à profit par les dirigeants japonais pour conforter ces populations dans la haine des forces alliées. À la fin de la guerre, ce désir d'indépendance augmenta jusqu'au point de rupture, et ce, dans la majorité des pays d'Asie du Sud et de l'Est. Au printemps 1945, les bombardiers américains et australiens attaquèrent Bornéo, l'île la plus importante des Indes néerlandaises. Situé stratégiquement entre la Malaisie et l'Australie, Bornéo représentait un objectif important. Les navires alliés entamèrent les préliminaires habituels avant l'invasion. Les soldats australiens débarquèrent en plusieurs endroits de la grande île et progressèrent face à une très vive résistance. Les chars d'assaut contribuèrent à accélérer l'avance. Le 10 juin, le général MacArthur débarqua sur l'île de Labuan, au nord de Bornéo, et félicita les troupes australiennes pour leur action. La domination japonaise sur les populations asiatiques touchait à sa fin. À la fin de la guerre, les îles des Indes néerlandaises, auparavant administrées par les Pays-Bas, fut décrétée par son peuple la nouvelle nation indépendante d'Indonésie. À Jakarta, sur l'île de Java, Ahmed Soekarno, l'ex-dirigeant sous l'occupation japonaise, et un groupe de ses fidèles proclamèrent l'indépendance de leurs îles. Les nationalistes confortèrent rapidement leur position. Tout le monde était engagé à travailler à la cause commune. L'établissement d'un gouvernement suffisamment fort pour résister aux attaques alliées, qui ne manqueraient pas de survenir très rapidement, les nationalistes étaient déterminés à défendre leur sol. En décembre 1945, les premières troupes néerlandaises arrivèrent sur place, seulement 4 mois après la capitulation du Japon. Les commandos de marine australiens avaient pour tâche de rétablir l'ordre et de remettre en place l'administration néerlandaise. Une tâche qui avait été assumée par les troupes britanniques avant l'arrivée des forces néerlandaises. Les soldats s'attachèrent sans délai à réprimer la rébellion des insurgés. À Cirebon, sur l'île de Java, les responsables néerlandais et indonésiens aboutirent à un compromis qui déboucha sur un cessez-le-feu suite aux accords de Lingoujote. Mais cet état de fait ne dura pas. Les troupes néerlandaises pénétrèrent à l'intérieur d'un territoire pourtant reconnu républicain par les termes de l'accord. Cette action de police de la part des Néerlandais aboutit à une nouvelle flambée de violence. Le compromis si récemment accepté par les deux camps semblait bien vite oublié. Les Indonésiens se retirèrent en brûlant les ponts derrière eux. Ils préféraient ravager leurs propres terres plutôt que de les laisser à disposition des Néerlandais. Au milieu de l'année 1947, l'ONU tenta une médiation. Le délégué australien William Hodgson réclama un arrêt des hostilités immédiat et un arbitrage pacifique du litige. Hélas, les événements n'étaient pas encore à leur terme. Les communistes en Indonésie, qui jusqu'alors avaient soutenu les nationalistes dans leur lutte, entrèrent en rébellion. Les troupes républicaines s'attaquèrent immédiatement à encercler les partisans communistes. La révolte avait été montée en dépit du bon sens, et en moins d'un mois, elle fut totalement écrasée par les forces républicaines. Les dirigeants arrêtés ou tués, les forces communistes s'effondrèrent
et plus rien ne menaçait le succès de la cause nationaliste. En décembre 1949, ce groupe d'îles devint officiellement la République des États-Unis d'Indonésie. Élu président par les 16 délégués des États indonésiens, Sukarno prêta serment lors de la cérémonie officielle à Jakarta. Le nouveau dirigeant, qui avait collaboré avec les Japonais, n'avait travaillé que dans ce but depuis près de 30 ans. Après 4 ans de combats et de négociations, lui et son peuple étaient enfin officiellement reconnus comme citoyens d'une nation indépendante. En Indonésie, comme partout en Asie, le colonialisme vivait ses dernières heures. L'Inde travaille également à son indépendance depuis plusieurs décennies. Avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les différentes explosions de nationalisme en Asie contribuèrent à accélérer ce processus. Le peuple indien avait reçu la promesse des autorités britanniques d'un certain degré d'autonomie. Finalement, le 15 août 1947, Nehru représentait les millions de sujets indiens à la cérémonie, à l'issue de laquelle Lord Mountbatten accorda sa souveraineté à l'Inde. La nouvelle nation allait devenir un membre important du Commonwealth britannique. Mais la Grande-Bretagne n'administrerait plus ce vaste territoire si important en Asie du Sud. À Karachi, Lord Mountbatten participa à une autre cérémonie, destinée à célébrer une nouvelle nation indépendante. Mohamed Al-Aghenna et ses 75 millions de sujets, musulmans pour la plupart, allaient enfin assurer leur destin au sein de la nation souveraine du Pakistan. La nouvelle nation musulmane du Pakistan fut constituée d'une partie de l'ex-empire britannique des Indes. Le restant de cette colonie devint la nouvelle nation hindoue de l'Inde. Mais la liberté pour ces peuples fut assortie d'émeutes et d'effusions de sang. Des centaines de milliers d'hommes moururent dans les affrontements entre hindous et musulmans qui firent suite au désaccord sur le partage des terres entre Pakistan et Inde. Quelques régions furent même transformées en no man's land. Des millions de gens quittèrent leurs maisons pour rejoindre le pays où leur religion était honorée. Les musulmans émigrèrent au Pakistan. Les hindous, pris à l'intérieur des frontières de la nouvelle nation musulmane, retournèrent en Inde. Pour beaucoup, c'était la perte de leurs racines. Mais aucun sacrifice n'était trop grand pour satisfaire à leur liberté de religion. L'indépendance de l'Inde était une préoccupation majeure du Mahatma Gandhi, le guide spirituel de l'Inde et le plus influent des dirigeants nationalistes. La résistance passive était la doctrine de Gandhi, doctrine qu'il appliquait avec succès dans la poursuite de la cause nationaliste. Mais en janvier 1948, Gandhi fut assassiné par un membre d'une faction extrémiste. L'Inde venait de perdre le plus sûr de ses guides. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes rendirent hommage aux grands dirigeants. Le chagrin n'était pas l'apanage des hindous, il était partagé par les musulmans, les sikhs et britanniques, qui réalisaient que le monde venait de perdre un grand homme. Aussi bien au Pakistan qu'en Inde, tous les efforts furent tentés pour aplanir les différends entre les deux nations. Au Cachemire, une province très disputée, la situation déboucha sur un réel conflit. L'Occident avait toujours considéré le Cachemire comme un pays de contes de fées. En 1947, le Maharaja du Cachemire refusa de se rallier soit à l'Inde, soit au Pakistan, et les combats commencèrent. Les forces indiennes arrivèrent sur place pour s'opposer aux troupes pakistanaises. À la fin de l'année 1947, les accrochages cédèrent la place à une véritable guerre. Le 1er janvier 1949, grâce aux efforts de l'ONU, le cessez-le-feu fut instauré. Le Pakistan refusa de retirer ses troupes du secteur lorsque l'Inde annonça son intention de conserver ses soldats sur place. Le Pakistan était économiquement en avance sur l'Inde. Dans les régions de l'Est, la culture du jute s'était bien développée.
La production pakistanaise de cette précieuse fibre n'était plus expédiée en Inde, mais partait directement aux quatre coins du monde. Les deux nations procédaient à de sévères réajustements économiques. En Inde, même les puissants Maharajas connaissaient les restrictions. Ils avaient été amputés de la majeure partie de leur pouvoir politique et d'une partie de leur richesse. Mais l'ancienne classe dirigeante de l'Inde possédait encore une vie luxueuse. Bien éloignés du sort des intouchables, les plus humbles habitants de l'Inde, des millions d'Indiens ne vivaient seulement que de quelques grains de riz. Le 26 janvier 1950, la République de l'Inde fut instaurée. L'Inde connaissait la souveraineté depuis bientôt 2 ans et demi, mais cette cérémonie célébrait la rupture officielle avec la couronne britannique. À compter de ce jour, le 26 janvier 1950, l'Inde devient une nation souveraine, démocratique et républicaine. Le hisser du drapeau de cette toute jeune république symbolisa aux yeux du peuple indien la liberté totale. En Birmanie, à qui la Grande-Bretagne avait accordé l'indépendance en 1948, le pouvoir était âprement disputé par une douzaine de factions de tendances différentes, y compris 2 groupes communistes. Tout près de là, la Malaisie vivait toujours sous contrôle britannique, mais cette administration coloniale était constamment menacée par des guérilleros communistes réfugiés dans les montagnes. Les troupes britanniques et coloniales furent chargées de protéger les plantations de caoutchouc et les mines d'étain contre les raids des communistes. Les soldats éprouvaient beaucoup de peine à s'accrocher avec cet ennemi qui semblait se volatiliser dans les airs. C'était du moins l'impression des troupes coloniales. Dans les années suivant la défaite du Japon, la position des Britanniques en Malaisie était loin d'être forte. Les Philippines s'étaient vues promettre leur indépendance pour 1946. Mais l'invasion japonaise et la conquête de ces îles avaient terni les rêves de sa population. En dépit de ce coup d'arrêt, les Philippines célébrèrent leur indépendance à la date prévue, le 4 juillet 1946. Cette cérémonie consacre la naissance d'une nouvelle nation. Une nation résultant des siècles de lutte pour la liberté politique et pour la maîtrise de son propre destin national. Une nation qui, à compter de ce jour, symbolisera un nouvel espoir pour tous les peuples opprimés de par le monde. La déclaration officielle d'indépendance des Philippines fut prononcée par le délégué américain Paul McKnight. Je suis autorisé et délégué par le président des États-Unis pour proclamer l'indépendance et la souveraineté des Philippines. La jeune République fit rapidement l'expérience des difficultés croissantes qui assortissent sa liberté retrouvée. La vie politique des Philippines reflétait un climat agité, directement lié à la guerre et à l'occupation japonaise. En fait, la grande bataille des élections se jouait sur le terrain de la dénonciation de la corruption politique, du contrôle du communisme et sur le degré de collaboration des candidats avec l'occupation japonaise. La vie politique des Philippines resta troublée pendant plusieurs mois. Le premier président fut Manuel Rojas, qui avait travaillé avec les Japonais, mais qui par la suite avait été blanchi par le général MacArthur. Les Hukbalahapps constituaient la principale préoccupation du gouvernement. Après avoir été farouchement anti-japonais, les Huks s'acharnaient à présent contre le gouvernement et sa politique. À la fin de la guerre, l'Indochine française semblait prédestinée à retrouver son administration coloniale. Parmi les possessions françaises, aucune colonie n'était plus importante que l'Indochine. Le général Leclerc, le libérateur de Paris, arriva en Indochine à la fin de 1945 pour monter des opérations militaires contre les Vietnamiens.
Ceux-ci étaient d'ardents nationalistes dont le territoire représentait presque la moitié de l'Indochine française. Les accrochages sévères avec les troupes françaises se transformèrent en un véritable conflit à grande échelle qui se poursuivit pendant 17 mois. La France proclama avoir repris le contrôle et appuya cet état de fait sur sa force armée. Les soldats français se battaient très durement. Pour eux, aucune région de la colonie n'était totalement sûre. Les opérations militaires montées par les Français contre les Vietnamiens n'ôtaient pas à ceux-ci le farouche désir de se débarrasser de l'empire colonial, après l'expérience qu'ils en avaient connue pendant l'occupation japonaise. La plupart des combats se déroulaient au Vietnam, qui comprenait 3 des 5 pays constituant l'Indochine française d'avant-guerre. Finalement, avec sa tête Bo Dai, ex-empereur du Hanam, l'État indépendant du Vietnam fut reconnu par la France, qui conservait toutefois cet État au sein de l'Union française. Mais pour les Vietnamiens, cette forme limitée d'indépendance avec un dirigeant sous influence française était tout de même un progrès par rapport au colonialisme d'avant-guerre. Les 2 territoires ancestraux de Cochinchine, le Hanam et le Tonkin, réunis au sein de la République démocratique du Vietnam, entamèrent une nouvelle ère dans l'histoire d'Asie du Sud. Une période qui ne ressemblait qu'en surface à l'époque d'avant-guerre en Asie. Ce nouveau jour débuta de la même manière que partout ailleurs en Asie, par la guerre. La première tâche qui attendait les Français et les Vietnamiens était de contenir l'avance des forces communistes Viet Minh qui menaient des opérations de guérilla à travers tout le Vietnam. Au nord, l'État le plus troublé, la Chine sortait à peine de la guerre avec le Japon pour s'engager dans une autre avec les forces communistes, sans même un temps d'arrêt. Chiang Kai-shek avait sorti la Chine de crises très graves, mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lui et son pays allaient connaître une période des plus critiques. Le nouvel adversaire, le communiste chinois Mao Tse-tung, recueillait beaucoup d'adhésions. Les forces de Chiang menèrent une interminable série de combats pour tenter en vain de stopper l'avance communiste à travers tout le pays. Pendant les 2 années qui suivirent la fin de la guerre, la Chine reçut l'équivalent de centaines de millions de dollars de fournitures de la part d'organismes d'aide internationale. La plus grande de cette aide, près des 2 tiers du total, fut fournie par les États-Unis. Fin 1945, le général George Marshall arriva en Chine pour tenter d'imposer un cessez-le-feu. Au début, sa mission semblait promise au succès. En janvier 1946, toute une série de réunions entre nationalistes et communistes déboucha sur des résultats positifs. Le 10 janvier, le cessez-le-feu fut accepté par les 2 camps. Nationalistes et communistes se mirent d'accord en présence du médiateur. Mais la mission du général Marshall et sa mise en application sous la direction du général Weidmeyer allait finalement échouer. Les forces de Mao ne faisaient que s'accroître pendant le débat sur la politique américano-chinoise. Début 1949, Mao se retrouva à la tête d'une force considérable. À la fin mai de cette même année, Shanghai tomba aux mains de l'armée communiste chinoise. Les soldats communistes pénétrèrent au cœur de la ville, précédemment évacuée par les nationalistes, bien que ceux-ci aient prétendu défendre la cité jusqu'au dernier homme. Les habitants de Shanghai furent très prompts à applaudir leur nouveau maître. La population de la ville était devenue communiste en une seule nuit. À Pékin, en octobre 1949, l'ambassadeur soviétique Rachin vint présenter ses lettres de créance à Mao Tse-tung.
première étape du lien qui allait unir la Chine à l'URSS. Mao Tse-tung, ex-ouvrier de conditions modestes, devenait à présent le personnage dominant de toute l'Asie de l'Est. Ces troupes nationalistes qui avaient refusé de se rallier aux forces communistes émigrèrent au sud avec leurs familles. Beaucoup d'entre eux rendirent leurs armes aux Français d'Indochine. Les nationalistes chinois étaient totalement en déroute. À partir d'une petite région du nord de la Chine, les troupes de Mao déferlèrent dans tout le pays. Chiang Kai-shek put se réfugier à Formose avec le reste de son armée. À partir de décembre 1949, à l'abri de son île, Chiang Kai-shek ne travaillait plus qu'à tenter de libérer la Chine du joug communiste. Il reçut le soutien des États-Unis, mais la reconnaissance de la Chine communiste par la Grande-Bretagne porta un coup sévère à sa lutte commune avec celle de Madame Chiang. La Grande-Bretagne vient de troquer l'âme d'une nation contre quelques pièces d'argent. La honte est sur ce pays. Un jour viendra où la Grande-Bretagne peignera de retour ces quelques pièces d'argent en sang, sueur et larmes sur le champ de bataille de la liberté. Car ce qui est moralement inacceptable ne peut pas être politiquement justifié. En plus de l'aide militaire accordée à ses troupes, Chiang Kai-shek bénéficiait de la présence dans les eaux entourant Formose de la 7e flotte américaine dont la mission était de préserver l'île d'une attaque communiste. La Corée, précédemment administrée par la Chine, puis par le Japon, se retrouva à la fin de la Deuxième Guerre mondiale occupée par deux puissances alliées, l'URSS et les États-Unis, qui tentaient chacune l'une des deux moitiés nord du sud du pays. Mon vœu le plus sincère est que nos victoires sur les champs de bataille du monde entier soient suivies d'une totale coopération et collaboration dans les négociations internationales, ce qui garantira la paix mondiale et nous aidera à résoudre les problèmes spécifiques du peuple coréen. Je salue le peuple coréen, enfin libéré de l'oppression japonaise par les vaillantes troupes de l'armée rouge et par celles de notre allié les États-Unis d'Amérique. Général Hodge, je tiens à vous assurer de notre volonté de trouver rapidement les solutions aux problèmes cruciaux que traverse actuellement l'ensemble de la Corée. En Corée du Nord, l'administration soviétique consistait principalement à répandre la doctrine communiste à travers tout le pays. Peu après l'arrivée des soviétiques, un gouvernement communiste fut mis en place dirigé par Kim Il-sung, un homme à la solde de Moscou. À la fin de la guerre, la Corée avait été divisée arbitrairement par le 38e parallèle. Au sud de cette ligne, les États-Unis occupaient le terrain. Le 15 août 1948, l'Amérique accorda l'indépendance à la Corée du Sud. Les Sud-Coréens étaient très déterminés à protéger leur toute nouvelle liberté. En août 1948, l'avenir semblait plutôt serein. Mais au cours des premières années d'existence de cette jeune république, il devint de plus en plus ardu de préserver la destinée nationale. Les manifestations communistes organisées par des natifs de Corée du Nord furent les premiers signes des troupes qui attendaient ce pays. Le 38e parallèle n'était pas un rempart assez efficace pour prévenir l'agression communiste qui allait venir en Corée du Nord.
La guerre sous-marine. Voici votre bâtiment, l'USS Guadalcanal. Récemment mis en service, il est la quintessence même des nouvelles technologies américaines. La gamme des équipements embarqués inclut les derniers raffinements électroniques, les radars, détecteurs de sous-marins, pièces d'artillerie, munitions spécialisées. Tous ces systèmes entre les mains expertes de ces jeunes Américains. Tout cela forme une unité de combat de première classe. Le commandement est assuré par le capitaine Don Gallery, un précurseur en matière d'aviation navale. Le 15 mai 1944, un groupe naval de la flotte atlantique cingle en direction des îles du Cap-Vert. Il assurera sa mission de lutte anti-sous-marine. Composé de l'USS Guadalcanal et protégé par les destroyers dont les noms respectivement sont le Pillsbury, le Pops, le Flaherty, le Jenks et précédemment le Chatelain. Aussitôt après le départ, le capitaine Gallery, sa flottille de destroyers, s'étendent sur un plan d'action. En cas de contact avec un sous-marin, si le sort des armes le permet, tout sera mis en œuvre pour récupérer le bâtiment ennemi plutôt que de le couler à l'issue du combat. Il sera capturé après abordage. De petites embarcations seront utilisées pour le transfert des équipages. Les prisonniers seront internés, le sous-marin pris en remorque. Rien de tel pour motiver ces hommes que la perspective d'une si belle prise. Sans compter les intérêts, ainsi réalisés par le service de renseignement d'un navire. Aussi, pendant la traversée, les équipes spécialisées sont conditionnées et entraînées pour une capture en pleine mer. Voici le commandant destiné à l'abordage. Chacun se voit attribuer une tâche précise. Le premier maître David Guella, son job est de photographier les installations internes du sous-marin, au cas où il serait définitivement perdu. Le quartier maître Raymond Jackson, pharmacien spécialisé, depuis 10 ans au service de l'ONU. Lieutenant de vaisseau James Malorky, un grand professionnel avec 25 ans d'expérience. Enseigne Fred Middle, électricien de premier ordre, exerce en compagnie du chef électricien. Lieutenant Stein, il contrôle les systèmes du submersible ainsi que ses batteries. Enseigne James Grissom, un mécanicien naval, il supervisera les diesels et leur entretien. Première classe, Wetter l'assistera en tant que mécanicien moteur. À la tête du détachement du commando, le commandant Earl Tuccino, ingénieur officiel du Guadalcanal. À bord de l'USS Pillsbury, une équipe similaire est entraînée par le lieutenant Albert David. Le premier éco-suspect est repéré le 4 juin 1944. Le groupe naval se déploie à 150 miles au large des côtes d'Afrique occidentale française. Soudain, à 11h10, Frenchy à Blue Jay, j'ai un contact. Son probable. Pas d'affolement pour le moment. Les contacts sont probables, ils sont quotidiens. Toutefois, la plus grande prudence doit être observée. Avec sa haute silhouette et sa coque mince, le porte-avions est une cible rêvée pour tout sous-marin porté de torpilles. Le Guadalcanal navigue en zigzag. Immédiatement, deux des plus proches destroyers virent de bord pour assister le Chatelain à l'origine de l'alerte. Une patrouille de Wildcat est dépêchée sur les lieux. Le commandant Knotts du Chatelain annonce « Contact attribué à un submersible. J'attaque de suite. » Pratiquement au même instant, la patrouille de chasse distingue la sombre silhouette du bâtiment, naviguant 20 mètres sous la surface. Sous-marin en vue. Très vite, le fugitif inverse son cap et se dégage du destroyer. Mais les Wildcats gardent le contact et indiquent la trajectoire à suivre en tirant sur l'eau. Un bel exemple de coopération illustrant le rôle d'un appareil, sa capacité à diriger la traque. À 11h21, le destroyer reprend l'offensive par grenadage. Chaque navire est bien en place, vigilant, les équipages observent la scène. Les pièces sont armées. On choisit des munitions antipersonnelles, de préférence aux perforantes. À 11h22, le submersible désemparé crève la surface en plein centre du dispositif.
Les chasseurs ouvrent le feu. Un déluge d'acier prend la relève. Préparez-vous à l'abordage. Dans la confusion, les nazis évacuent le bord. Déjà, les premiers canots pneumatiques s'éloignent dans la précipitation. Peut-être reste-t-il du monde à l'intérieur. À vos postes pour l'abordage. Endommagé, le sous-marin amorce un virage serré sur la droite. Mais les avions sont là, parés à intervenir en cas de fausse manœuvre. Les dés sont jetés. Pour la première fois depuis 1850, l'US Navy prend possession d'un bâtiment ennemi en haute mer. La première équipe gagne le bord. Dénombre un nazi tué sur le pont. Les hommes se hissent sur le chapiteau, ouvrent l'écoutille. À leur grand étonnement, le U-505 est maintenant entre leurs mains. Il leur restera, espérons-le, s'ils n'explosent pas ou s'ils ne s'en vont pas. Le Pillsbury approche prudemment, suivi de la seconde équipe descendue de l'US Guadalcanal. Les nazis n'ont pas fait les choses à moitié. Un sas grand ouvert laisse pénétrer un flot continu dans les entrailles du submersible. Les hommes du lieutenant David sont intervenus juste à temps.